Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Le Camp de Base, disponible sur www.campdebase-podcast.com, qui, une fois n'est pas coutume, est diffusé en direct sur Radio Campus Grenoble 90.8, en direct toujours de la Biennale des villes en transition de la ville de Grenoble au Parc Pompidou. Merci de nous rejoindre aujourd'hui, donc une spéciale sur la transition finalement des villes vers la montagne, et avec moi deux invités autour de la table. Jean-Baptiste Grison, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être ici. Alors tu es chargé de mission au LabEx ITEM et tu es surtout chercheur en géographie. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est le LabEx ITEM ? Oui, le LabEx ITEM, ça veut dire Laboratoire d'Excellence, Innovation et Transition des Territoires de Montagne. C'est un programme de financement de la recherche qui vise à rassembler à l'échelle des universités de Grenoble et de Chambéry-Savoie-Mont-Blanc tous les chercheurs qui travaillent sur la montagne dans le champ des sciences humaines et sociales, donc en histoire, géographie, sociologie, économie, droit, management, etc. Donc voilà, c'est des chercheurs qui travaillent sur la montagne dans ces domaines-là. Aujourd'hui aussi autour de la table, Vincent Martin. Bonjour Vincent. Bonjour Émilie. Merci beaucoup d'être ici. Alors toi, tu es accompagnateur en moyenne montagne et tu es salarié de l'association Alpela que tu as fondée depuis déjà quelques années, puisqu'on travaille ensemble on a travaillé ensemble sur une production de podcasts et notamment sur les éco-traversées qui se sont faites dans plusieurs massifs. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quel est l'objet de l'association Alpela ? Alors l'association Alpela, son objectif c'est de travailler également sur les transitions sur les territoires de montagne et donc notamment de favoriser une découverte de la montagne avec une plus faible empreinte carbone. Donc on s'adresse en particulier aux pratiquants sur les territoires pour les inciter à changer un peu leurs habitudes, et on travaille aussi pas mal avec les territoires, avec les acteurs de territoire pour ça. Oui, parce que c'est aussi une histoire de politique publique finalement, d'arriver à aller en montagne avec une plus faible empreinte carbone. On en reparlera tout à l'heure. Alors, c'était en 2019 ou en 2020, vous avez lancé une initiative auprès des citoyens qui voulaient vous rejoindre et qui s'appelle les éco-traversées. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces éco-traversées ? Oui, alors les éco-traversées, ce sont des itinérances qu'on propose donc sur différents massifs dans les Alpes. Et l'objectif, c'est à la fois de proposer une découverte de la montagne avec une pratique sur l'environnement qui va être réduite, avec une empreinte réduite. Donc on va y aller en mobilité douce, en général en bus. Ça nous arrive de faire du stop aussi. Quand vous ne trouvez pas de bus. Voilà. Et on va aussi proposer cette découverte de la montagne avec des intervenants qui peuvent être des scientifiques, qui peuvent être des professionnels qui travaillent en montagne et qui ont des messages, des informations qui peuvent intéresser les gens qui font de la montagne mais qui connaissent peut-être pas si bien que ça ce milieu-là. Et donc ces intervenants vont pouvoir peut-être faire changer un peu de regard les participants sur ce que sont les territoires de montagne et comment ils évoluent dans ce contexte des transitions autour de l'environnement. Et alors, est-ce que tu peux me raconter un peu quels sont les massifs sur lesquels vous avez été ces dernières années et quels sont les itinéraires que vous avez choisis ? Alors au niveau des massifs, on a démarré par le massif de Beldon où il y a eu plusieurs éco-traversées depuis 2018. Et ensuite, de fil en aiguille, on est allé sur d'autres massifs, donc par exemple le massif des Écrins ou encore du côté du Mercantour et de la vallée de l'Ubaye.
où il y a plein de choses intéressantes à voir. Il y a notamment les glaciers qu'on peut rencontrer dans ces différents massifs qui sont des marqueurs assez nets du réchauffement climatique, et c'est notamment un milieu qui peut permettre de sensibiliser les gens à cette problématique. Jean-Baptiste, le LABEX ITEM, il a été accompagnant dans ce projet des éco-traversées. Il y a des chercheurs qui sont partis sur le terrain. Moi, la question que ça me pose et que je vous pose à tous les deux, c'est quelle est la plus-value d'aller avec des citoyens sur les sites de montagne et pour ne pas faire que de la marche, mais finalement pour avoir une véritable médiation. Quelle est la plus-value de ce projet en fait ? Alors le LABEX ITEM soutient les éco-traversées effectivement depuis le début, et c'est vrai que nous on est très intéressés par la médiation scientifique en général, parce que cette médiation scientifique participe au lien entre science et société, hein, et en fait c'est important pour des scientifiques, pour des chercheurs, de faire du lien entre la recherche et les citoyens. C'est important à la fois parce que la recherche, en tout cas la recherche du LABEX ITEM qui rassemble des chercheurs universitaires, c'est une recherche publique qui est financée par l'argent public, et donc indirectement par les citoyens. Donc quelque part, faire de la médiation scientifique, c'est aussi restituer aux citoyens la connaissance qui a été produite avec les fonds publics. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est un principe de base, et c'est pour ça que ça nous intéresse. Alors, on a soutenu les éco-traversées, effectivement, parce que c'est pour nous un moyen intéressant de porter à connaissance auprès d'un public élargi les recherches sur la montagne. Donc on a effectivement un certain nombre de chercheurs qui ont participé aux éco-traversées. La médiation, elle va même au-delà, et peut-être Vincent pourra s'exprimer aussi là-dessus, mais elle va au-delà de seulement les participants à ces éco-traversées, puisque l'éco-traversée a généré la production d'un film. Elle est en train bientôt de générer la production d'une bande dessinée qu'on finance aussi au LABEX ITEM. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, dernière chose, on a repris le concept d'éco-traversée aussi pour nous, un peu en interne, puisqu'on s'est servi, et en partenariat d'ailleurs avec l'association Alpela et Vincent, cette fois-ci c'est nous qui avons fait appel à lui, puisqu'on a conçu une éco-traversée spécifique pour les doctorants qui nous permet de reprendre le concept de l'éco-traversée à des fins pédagogiques. Donc finalement il y a quelque chose de l'ordre de l'échange, de l'aller-retour, du donnant-donnant, ou du gagnant-gagnant, je ne sais pas. C'est-à-dire que on a soutenu l'éco-traversée, et l'association Alpela nous soutient dans nos projets aussi à travers ce qu'on appelle la Mountain Research School, qui est une école doctorale itinérante qu'on organise avec eux et qui prend la forme d'une éco-traversée aussi. Sur laquelle on reviendra juste après. Vincent, le bénéfice et le retour des participants, quel est-il ? Alors, je pense que au niveau du bénéfice, en tout cas c'est ce que nous disent les participants, en fait, au-delà de la semaine d'itinérance, c'est que déjà ça change un peu leur regard sur ce qu'est la montagne, mais aussi sur les moyens en fait de pouvoir s'impliquer et d'être acteur de la transition dans sa propre vie. Et ce qu'on voit si on discute avec eux, parce qu'on garde souvent des contacts avec ces participants, on voit qu'il y a des évolutions dans leur vie aussi, parce qu'ils ont été marqués véritablement par cette expérience, en termes de sensibilisation, en termes par rapport en fait aux témoignages qu'ils ont pu avoir de la part des intervenants, et qu'ils évoluent en fait aussi dans leur mode de vie. Et ça, c'est vrai que c'est assez gratifiant. C'est aussi pour ça qu'on est content de faire ces projets-là. Super. Alors, comme je disais, on a fait 3 saisons d'un podcast qui s'appelle Le Coup de fil ensemble avec Vincent.
tous les soirs de l'éco-traversée. J'interviewais en direct de Campus Grenoble encore les participants, qu'ils soient donc les participants civils ou les acteurs, les scientifiques, pour faire un petit compte-rendu, un micro compte-rendu de finalement transition en montagne. Et j'ai remonté les moments forts, moi, qui m'ont touché, notamment aux adrets. Je vous propose de l'écouter et on se retrouve juste après sur Campus Grenoble 90.8 après avoir écouté le coup de fil. Tu m'entends ? Non, tu ne m'entends pas. Donc moi je suis habitant des Adrets. En début d'année, j'ai effectivement réalisé un film autour d'initiatives citoyennes et collectives sur 5 villages du massif de Beldon. Donc à partir de Tess, les Adrets, Laval, Sainte-Agnès et Saint-Mury. Mon but a été de montrer des initiatives vertueuses et qui répondent aux enjeux de demain. À 1500 mètres de dénivelé. Le but, c'est qu'on puisse peut-être se poser un peu quand même en arrivant. Du coup, on propose donc de faire le petit-déj à 7h et de faire un premier départ à 7h30 pour ceux qui ont envie de marcher un peu plus tranquille ou qui marchent un peu plus tranquille parce qu'ils sont plus fatigués, quoi. Le second départ, ce sera à 8h. Voilà. Donc les hébergements vont se faire soit en tente préau, soit dans la salle en dessous. Et puis il va aussi y avoir 2-3 personnes qui vont être hébergées chez quelqu'un. Bonjour Anne et merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce soir. Donc toi, tu es accompagnatrice en moyenne montagne et c'était la première fois que tu fais l'éco-traversée de Beldon. Donc là, ce soir, on est aux Adrets. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'itinéraire de demain ? Alors, du coup, demain, on va partir des Adrets et on va monter un petit peu jusqu'à Prabert. Et là, on va faire un long plat, ça va être très très long. Et enfin, on va monter pour aller rejoindre les montagnes tout là-haut, très dans le pentu, dans la colline. Et puis, on va passer après jusqu'au refuge Jean Collet sur une petite sangle. Ça va avoir une super belle vue sur le Grésivaudan, donc ça va être super cool. C'est quoi être accompagnateur en moyenne montagne ? Alors du coup, ça va être plein de choses différentes, mais c'est un métier hyper varié. Mais ça va être gérer un groupe. On peut aussi parler du milieu naturel, donc c'est aussi qu'est-ce que fait un humain dans son milieu naturel, mais aussi parler du milieu naturel qui nous entoure et quel impact on va avoir dessus. Et enfin, c'est aussi se faire plaisir et partager des bons moments en montagne. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de venir sur l'éco-traversée de Beldon pour encadrer des participants ? Alors du coup, moi, je connais Vincent de l'association Alpela. Et je trouvais le projet super intéressant d'avoir des intervenants et différents acteurs du milieu de la montagne. Déjà rien que pour moi, c'est très intéressant. Mais aussi, c'est une population, enfin les personnes qui vont venir à l'éco-traversée, c'est des gens hyper motivés de découvrir la montagne. Donc on a des discussions super intéressantes. Donc ça, c'était vraiment un gros facteur qui m'a fait venir pour encadrer aussi. C'est quoi l'intervention que tu as préférée jusqu'à maintenant sur ce que tu as entendu sur l'éco-traversée et que tu vas pouvoir réutiliser toi en tant qu'accompagnatrice en montagne ? Du coup, je pense que là-dessus, ça va être le premier jour pour l'instant. C'était une intervention sur le loup. Et en fait, cette question est tellement complexe et tellement présente dans nos montagnes aujourd'hui qu'on est obligé d'en parler aussi aux gens qu'on accompagne si on a l'occasion. Parce que c'est quelque chose dont il faut parler et qu'il ne faut pas rester dans le flou des médias qui est donné actuellement. Donc je pense qu'il y a toujours des occasions de sensibiliser les gens sur la question et l'apport d'un sociologue sur cette question-là était super intéressant. Toi, tu ferais comment pour en parler aux gens ? Parce que c'est une controverse, donc ça veut dire qu'il y a une multitude d'acteurs dont les points de vue parfois se recoupent, parfois sont extrêmement divergents. Comment est-ce que tu peux, toi, en parler aux participants en montagne ? Je pense qu'en fait, ça dépendrait de ma randonnée de la journée et de là où je passe.
si je passe dans un alpage où je connais qu'il y a eu par exemple une prédation récemment, peut-être que je peux aller à l'encontre de la bergère qui serait présente et les faire rencontrer au groupe. Ou sinon leur dire, bon bah voilà, il s'est passé ça, qu'est-ce que vous pensez que ça en découle? En fait, essayer d'engager déjà une conversation et après, selon les groupes aussi, on peut animer d'une certaine manière ou d'une autre. Donc faire des jeux, des débats mouvements par exemple. Est-ce que vous pensez que le loup a été réintroduit? Oui, non, pourquoi? Et en fait, essayer de replacer un peu l'histoire du loup et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait exactement en France? C'était un extrait du Coup de fil, un podcast qu'on a réalisé en 3 saisons pour l'association Alpes-là, en suivant les échos traversés. Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 en direct de la Biennale des villes en transition de la ville de Grenoble au parc Pompidou. Alors Vincent, Jean-Baptiste, on vient d'entendre donc ce petit extrait de terrain qui touche à plusieurs sujets. Peut-être qu'on peut reprendre, parce que c'est un cadre de transition, Jean-Baptiste, quelles sont les problématiques actuelles sur lesquelles il faut travailler en montagne? Là, on a entendu la problématique du loup, qui est une controverse. Moi, je pense évidemment, puisque c'est dans l'actualité, au Lyon-Turin, puisqu'il y aura le soulèvement de la terre là, qui sera en Maurienne le 17 juin. Quelles sont les recherches qui sont menées et quels sont les nouveaux points finalement de discorde, de controverse, de recherche? C'est une question très complexe. Effectivement, quand on est chercheur, on aime bien s'attaquer aux problèmes complexes de toute façon. C'est bien évident qu'on ne peut pas répondre sur le fait qu'il y aurait une problématique sur laquelle tout le monde doit travailler. En fait, il y a une multitude de problématiques, aussi parce qu'il y a une multitude de territoires de montagne. Là, tu viens de parler du Lyon-Turin, mais le Lyon-Turin, ça concerne la Maurienne, ça concerne une partie des Alpes du Nord. Au Labexitem, on travaille sur beaucoup de territoires de montagne, de haute montagne, de moyenne montagne, de montagnes qui sont concernées par le ski, de montagnes qui sont méditerranéennes avec des problèmes de sécheresse plus importants que d'autres, etc. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que tous les territoires de montagne sont confrontés à certaines problématiques complexes liées aux changements globaux et que pour chacun de ces territoires de montagne, il y a des enjeux spécifiques qui consistent à s'adapter à ces changements globaux. Et évidemment, les chemins d'adaptation vont pas forcément être les mêmes. Donc on s'intéresse effectivement à, notamment les collègues qui sont en sociologie de la communication, etc., peuvent s'intéresser aux controverses, aux points qui vraiment posent problème, qui font débat dans la population, donc le Lyon-Turin, la mise en place de nouvelles retenues collinaires ou pas, la poursuite des aménagements liés au ski par exemple, ou à des aménagements liés à la rétention de l'eau, à la gestion de l'eau. Donc ça, on travaille sur les controverses, mais on travaille aussi sur les choses positives qui émergent, qui vont dans le sens de la transition, les innovations sociales, comment est-ce que, par quel processus des éléments de transition peuvent advenir sur les territoires de montagne et comment est-ce qu'ils arrivent à s'adapter. Est-ce que vous faites une recherche un peu particulière parce que en fait, vous faites beaucoup de terrain quand vous cherchez sur la montagne. Quels sont les acteurs avec lesquels vous travaillez ? Alors on travaille avec des acteurs assez différents. Ça dépend effectivement quel type de recherche, puisque suivant les disciplines, on a des recherches qui peuvent être assez différentes. Alors on a des partenaires réguliers, importants, qui sont souvent soit des institutions comme des collectivités, les départements, les communes, les intercommunalités, un peu les services de l'État aussi, direction départementale de l'agriculture, de l'équipement, des territoires, le commissariat de massif, les parcs naturels régionaux ou les parcs nationaux. On a aussi comme partenaire
parfois des partenaires privés comme des entreprises, des regroupements d'entreprises, des chambres consulaires, etc. Des associations type ONG avec qui on a beaucoup de liens. Et puis les chercheurs, dans leur manière de faire du terrain, suivant ce qu'ils recherchent, ont aussi beaucoup de relations avec les usagers ou les pratiquants de la montagne, avec ceux qui, les sportifs, pour ceux qui travaillent sur le sport en montagne et son adaptation, les touristes, les habitants, bien sûr. Les occupants de résidences secondaires. Enfin, on a toute une série de publics comme ça, cibles, suivant les recherches qu'on pratique. Ouais. C'est intéressant et ça me fait me poser une question. Vincent, comment est-ce que vous choisissez, vous, les territoires sur lesquels vous partez en éco-traversée ? Est-ce que vous vous subordonnez finalement à des problématiques sur la montagne, ou est-ce que vous vous dites, en fait, traverser ce massif, c'est hyper intéressant au niveau physique, au niveau de la marche, au niveau des paysages, et ensuite vous venez chercher les problématiques et les chercheurs, les experts qui viennent sur le terrain? Alors, c'est pas forcément évident de répondre. Des fois, ça va peut-être un peu dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a quand même, en tant qu'accompagnateur en montagne, des massifs un peu coup de cœur qu'on connaît bien, et donc on a envie justement de favoriser leur découverte. Et d'un autre côté, ça peut arriver aussi qu'au travers de rencontres avec des chercheurs ou avec des acteurs de la montagne, on se dise là, il y aurait un sujet à présenter sur un territoire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a choisi un massif, on va regarder par rapport au lieu qu'on va traverser, quels seraient les sujets qui nous semblent les plus intéressants à aborder par rapport au terrain. L'idée, c'est vraiment d'ancrer les interventions des chercheurs et des autres acteurs en lien avec ce qu'on peut découvrir vraiment sur le terrain. Alors dans la saison 2 du Camp de Base, qui compte déjà 20 épisodes, j'ai interviewé effectivement encore des sportifs de haut niveau, mais je suis allée plus gratter au niveau du tourisme et de l'agriculture. Et en octobre dernier, j'ai rencontré Marilyn Duval, qui est présidente de l'AFP et qui m'a parlé de tourisme. Je vous propose qu'on l'écoute et qu'on en discute juste après. Petite, est-ce qu'il y avait autant de tourisme et comment est-ce que l'évolution du tourisme il s'est fait entre quand tu le voyais au départ et maintenant? Alors tu sais, il y a un truc assez drôle. Comme on avait notre petit chalet d'alpage au pied d'un sentier qui s'appelle aujourd'hui le Sentier Découverte, c'est un sentier thématique et on a un refuge à proximité. Quand on était donc sur notre terrasse avec les autres sœurs, on s'amusait à compter le nombre de personnes qui passaient sur le chemin. Tu vois, et on se disait, tiens, 300 personnes qui peuvent aller au refuge. Donc potentiellement, on disait, mais comment elle va faire pour accueillir 300 personnes jour qui passaient régulièrement? Donc ça faisait beaucoup, mais on les voyait à peine, nous. Et après, donc, moi, de par mon activité d'été, donc, je suis devenue en 2000 gardienne du refuge de l'Orgère. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que le tourisme, il avait évolué, mais qu'on le faisait évoluer aussi. C'est assez pervers parce que on pense toujours que c'est le touriste qui évolue, alors que quand on fait des études et autres, on nous dit souvent c'est à la demande. C'est faux en fait, c'est pas tellement le tourisme qui demande quelque chose, mais si tu lui proposes, il va le prendre. C'est une évolution des offres en fait. Oui, c'est ça, c'est des offres, ouais, c'est ça. Et le tourisme, il a changé. Enfin, on a rendu la montagne tellement accessible qu'aujourd'hui, on rend les gens, assistés. C'est malheureux à dire, hein. Mais ils ne savent pas, ils arrivaient, tu vois, des exemples tout bêtes. Je parlais tout à l'heure que quand on était à 15 ans, on avait une carte et on devait s'orienter. Eh bien aujourd'hui, moi, en tant que gardienne de refuge, souvent, les gens me disaient, le sentier nature est où? En face d'eux, quoi. Je leur disais, mais c'est fou, vous l'avez là en face de vous. Alors, le téléphone, alors évidemment, on avait le téléphone, mais ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Heureusement qu'on avait encore du papier en disant, vous partez là. Et pour combien de temps? C'était ça, c'est la notion du temps. Combien de temps je vais mettre pour aller là? Et où est-ce que c'est? Est-ce que vous pensez que c'est accessible à mon niveau? Mais quel niveau tu as? Je ne le connais pas. Tu vois, c'est se mettre finalement à la portée des gens. Et c'est comme si on nous demandait à nous, est-ce que vous ne pourriez pas m'emmener? Parce qu'en fait, je ne sais pas.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8. C'est le podcast Le Camp de Base qui a pris la main sur l'antenne pour parler des transitions en direct du parc Pompidou dans le cadre de la Biennale des villes en transition de Grenoble. Alors, ce témoignage-là, il nous met en plein cœur de la problématique, ou une des problématiques en tout cas, des transitions en montagne. Toi, Vincent, tu travailles beaucoup sur la mobilité douce et on voit bien là dans le témoignage de Marine Duval que c'est une problématique justement, cette arrivée en montagne, cette confrontation justement à ce que c'est la montagne. Comment est-ce que vous travaillez autour de cette question à Alpela ? Alors c'est vrai que pour pouvoir aller en montagne, il y a à la fois les questions de comment on peut s'orienter, mais aussi comment on va arriver en montagne. Et donc nous, depuis quelques années, on fait le choix de voir comment on peut proposer aux participants d'aller en montagne sans voiture, soit parce que ils ont envie de moins utiliser leur voiture. A priori, c'est plutôt bon pour l'environnement de ne pas utiliser sa voiture, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas de voiture, ce qui est le cas par exemple de plus en plus de monde à Grenoble. Et donc, on a fait tout un travail pour recenser des itinéraires, des randonnées, des sorties montagne qui peuvent se faire en transport en commun, en prenant le bus ou le train, avec un livre qui a été publié à l'été dernier avec 50 randonnées sans voiture sur le département de l'Isère. Et donc on poursuit ce travail actuellement en proposant aussi des bus, justement là durant le mois de juin, des bus qui vont vous permettre d'aller sur des lieux qui en temps normal ne sont pas accessibles en bus. Donc par exemple demain vous pouvez aller au col du Coq en Chartreuse en partant de Grenoble. Il reste encore quelques places dans le bus, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site. Super. Et est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle que c'est facile de se déplacer en montagne sans sa voiture ? Alors on parle du cas de l'Isère. Oui, alors c'est facile ou c'est pas facile. Je pense que je peux répondre un peu avec mon expérience personnelle. J'ai habité longtemps plutôt sur la métropole de Grenoble. Actuellement, j'habite dans le Trièves, à proximité d'une gare. Et donc, mon principal véhicule, c'est un vélo et ce sont les transports en commun. Donc, j'arrive tout à fait à me déplacer sans avoir de voiture et à proposer des randonnées en montagne dans le cadre de mes activités professionnelles. Après, ça demande sans doute de modifier un peu ses modes de vie. Et aussi, ça nécessite des efforts de la part des collectivités et de l'État pour qu'il y ait suffisamment de transport pour se déplacer au quotidien. Et ça, c'est vrai que c'est encore quelque chose qui doit être amélioré. J'avais cru comprendre quand même qu'en Isère, on n'était pas trop mal lotis au niveau des transports vers les montagnes. Il y a d'autres massifs où c'est un peu plus compliqué. Oui, alors c'est vrai qu'en Isère, on a pu constater qu'il y avait pas mal de massifs qui étaient assez accessibles. C'est plus compliqué si on va aller sur les écrins et puis même quand même aussi en Beldon. Même si petit à petit, il y a un peu plus de bus proposés. Là, par exemple, à partir du mois de juillet, normalement, il y aura des bus pour se rendre sur un certain nombre de sites. Et donc nous, on essaie aussi de discuter avec ceux qui organisent les réseaux de transport pour qu'il y ait justement plus de bus adaptés pour les pratiquants. Après, sur le département et au-delà, il y a aussi les questions des lignes de train, comme la ligne de train Grenoble-Gap, qui propose des trajets très intéressants pour aller en montagne, mais qui est régulièrement en difficulté faute de financement. Et donc, on espère qu'il va y avoir encore des financements qui vont être alloués pour cette ligne pour qu'elle se développe et aussi pour que le service soit amélioré. D'accord. Et Jean-Baptiste, est-ce que cette problématique justement de mobilité douce et de tourisme, c'est un axe pour le LabEx Item de recherche ?
Ça l'est, c'est pas l'axe qu'on a le plus exploré en ce moment, mais on s'intéresse quand même effectivement à la question des mobilités. Alors la posture du chercheur sur ces questions-là, c'est de considérer que effectivement on a un certain nombre de limites planétaires qui sont documentées, qui conduisent à la nécessité de rationaliser nos pratiques de l'espace, nos déplacements, etc. Et les chercheurs, ce qu'ils font là, Vincent vient de nous parler en tant qu'association, le pouvoir qu'il a de générer de l'incitation, de négocier avec les pouvoirs publics. Le chercheur, lui, il va faire des diagnostics, il va faire des études, et puis il va essayer aussi à sa manière de mettre à la connaissance, de porter à la connaissance des décideurs et du grand public la nécessité documentée, la nécessité de changer de comportement. Et justement, tout à l'heure, je te posais la question des partenaires donc que tu m'as cités. Comment est-ce que vous travaillez justement avec ces partenaires, ces décideurs et ces citoyens, vous ? Alors il y a plusieurs niveaux de relations avec les partenaires quand on est chercheur. Le premier niveau, c'est un peu celui qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, c'est qu'on a besoin finalement pour les besoins de la recherche, pour produire des résultats de la recherche quand on travaille en sciences humaines et sociales, en sciences sociales en particulier, on a besoin d'enquêter. Donc on va voir les gens, on les interroge, voilà, et on revient de nos interrogations, de nos enquêtes avec du matériau à traiter. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est une recherche qui est plus une recherche action, une recherche collaborative, où finalement le chercheur répond à une demande qui est expressément formulée. On a fait par exemple il y a quelques années, pour rester sur la question de la mobilité, avec des étudiants, on a fait un diagnostic de la pratique de l'autostop en Chartreuse. C'était le parc naturel régional de Chartreuse qui avait demandé à des chercheurs de faire ça. Et donc les chercheurs, avec une promotion d'étudiants, ont fait le diagnostic de l'autostop en Chartreuse dans un but que ça serve à la collectivité. Donc là, on est dans l'ordre de la recherche-action. Et puis le troisième niveau, c'est la recherche, ce qu'on va appeler transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on sort du cadre académique et finalement, on considère que le chercheur, être chercheur, c'est un rôle parmi d'autres rôles pour traiter un problème complexe. Et donc là, mais finalement, ce que vient d'expliquer Vincent sur la mobilité, ça en est un peu une illustration. Ce qu'expliquait Anne Lozé tout à l'heure dans l'interview qui a été diffusée, c'est aussi une illustration du fait que quand on est chercheur, on produit un certain nombre de connaissances, mais on a besoin d'autres rôles, d'autres métiers, d'autres corps de métier pour diffuser cette connaissance. Et on travaille tous ensemble pour arriver à traiter un problème complexe. La question de la diffusion, elle est fondamentale parce que finalement, tu disais tout à l'heure, la recherche, c'est de l'argent public. Comment est-ce qu'on fait pour raconter la recherche, pour raconter le travail des associations sur le territoire ? J'ai un dernier son pour vous dans ce cadre-là, ça tombe tout à fait bien. C'est Gaëtan Gaudissart, le sportif de haut niveau de Haute-Tarentaise, personne n'est parfait Gaëtan, qui nous raconte comment est-ce qu'il a travaillé sur le film Conscience. Tu as fait un premier film en 2021 qui s'appelle Conscience. Exactement. Donc tu rencontres des sportifs et vous allez au sommet par des moyens alternatifs. Comment est-ce que c'est venu l'idée de ce film ? L'idée de ce film, il arrive un petit peu dans un cheminement plus ou moins logique personnel, une réflexion sur ce qui m'entoure, environnemental. En fait, voilà, c'est un petit peu la montagne qui m'a procuré cette ouverture d'esprit pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et donc voilà, ça m'a donné l'intérêt de la curiosité pour comprendre plus en détail le réchauffement climatique, les causes, les conséquences. Et voilà, donc après, je suis arrivé à un moment où j'avais envie de partager tout ça et aussi sûrement d'aller plus loin. Et donc, je pense que j'ai eu besoin de soutien d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où j'ai eu donc l'idée de ce film. Parce que du coup, l'idée de ce film, c'est à la fois de partager des réflexions personnelles, mais aussi de trouver des solutions
en rencontrant d'autres personnes. Donc voilà, ça a été Liv Sansos, Tony Lamiche et Victor Galuchot, qui sont aussi 3 sportifs professionnels. Et voilà, en fait, ensemble, on a un petit peu partagé nos réflexions et nos petites solutions à nos échelles. Et en fait, donc voilà, ce film, il est né de ce cheminement pour se dire comment aujourd'hui je peux pratiquer mes loisirs et mon métier en faisant de moins en moins d'impact sur mon environnement. Donc en matière de CO2 ou un impact plus général, par exemple sur la faune et la flore, quoi. C'était Gaëtan Gaudissart au micro du Camp de Base sur www.campdebase-podcast.com. Je rappelle aux auditeurs de Campus Grenoble qui nous rejoignent que nous sommes en direct du parc Pompidou dans le cadre de la Biennale des villes en transition de Grenoble. Aujourd'hui, on parle de transition en montagne. Alors, Jean-Baptiste, Vincent, Gaëtan, il met au jour finalement la question dont on parlait déjà juste avant de l'écouter, c'est-à-dire la médiation auprès du public. Lui, il choisit le médium qui est un film et qui a ensuite fait l'objet d'une série. Vincent, on parlait tout à l'heure des podcasts qu'on avait fait ensemble dans le cadre des Échos traversés. Comment est-ce que dans les mois, les années à venir, on va pouvoir améliorer justement cette communication et cette médiation auprès des publics sur ce qui se passe en montagne ? C'est une question très chère. T'as une idée, toi? Vous avez fait des podcasts là. Vous avez ressorti des podcasts. Vous avez fait un film, Notre avenir en chemin. Il y a une BD qui va sortir. Je dirais qu'en fait, ce sujet-là, il est un peu à l'origine de la création de notre association. Et donc nous, on a vraiment envie de continuer à développer différents formats pour parler de ces questions de transition et que ce soit dans ces films, ces podcasts, une bande dessinée. L'idée, c'est de donner la parole à ceux qui travaillent sur ces transitions, à ceux qui s'interrogent sur ces transitions. Et donc, il y a des projets à venir, effectivement, une bande dessinée, mais aussi d'autres films qui devraient arriver par la suite. Et donc, on travaille avec pas mal d'acteurs sur ces sujets-là, en lien avec les projets en fait, qu'on développe au sein de notre association. Et je dirais que, suivant les territoires, on va pouvoir raconter une histoire souvent un peu différente parce que les problématiques, comme disait Jean-Baptiste, sont différentes suivant les territoires. Et qu'on va aussi rencontrer des personnes qui ont des témoignages personnels qui sont différents, qui sont souvent très forts. Et c'est ça, je pense, qui peut permettre de sensibiliser les citoyens sur ces enjeux. Ok. Jean-Baptiste, est-ce que c'est facile en tant que chercheur de faire de la médiation sur son objet de recherche ? Alors c'est vrai que des fois on se dit que c'est plus facile de faire de la médiation sur l'objet de recherche du collègue que sur le sien propre. Non, c'est pas très facile. En même temps, c'est ce que je disais, le chercheur a besoin de s'arranger avec d'autres professions et en fait la médiation est plus facile quand on vient nous chercher en fait. C'est en tout cas une question qu'on travaille beaucoup. D'une manière générale, sans aller jusqu'à forcément la médiation grand public, mais comment se faire comprendre quand on est chercheur. On a quelquefois tendance à être trop facilement dans une sorte de jargon, et des fois sans s'en rendre compte, on parle de choses et puis les interlocuteurs qu'on a ont du mal à rentrer dans notre discours et à nous comprendre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille. Et effectivement, après, je dirais que c'est de plus en plus facile parce que, notamment au LabEx ITEM, quand on travaille sur la transition des territoires de montagne, en fait, on a de plus en plus de gens. Il ne se passe quasiment pas une semaine sans qu'une association... une ONG, des médias, etc., viennent nous voir pour nous dire là on fait un festival, là on fait un événement, là, etc. On aimerait bien faire venir un chercheur qui travaille sur la transition en montagne. Donc on est de plus en plus accompagné finalement
pour cet enjeu de médiation. Toi, tu es d'ailleurs cofondateur d'un outil qui s'appelle le collectif Personnage, qui met en lien des doctorants, des jeunes chercheurs ou des gens qui travaillent sur les territoires avec des acteurs de ces territoires de montagne. C'est ça que j'entends derrière ce que tu donnes comme on vient nous chercher. À la base, ce collectif, il servait à une meilleure insertion des jeunes chercheurs sur le marché du travail après un doctorat. Tu me disais qu'il y a plusieurs choses qui se sont épanouies, plusieurs projets qui ont éclos. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors le collectif Personnage, c'est un collectif qui est né d'une réflexion effectivement au sein du LabExitem sur le devenir de la jeune recherche et sur l'insertion des jeunes chercheurs. Et en fait, à travers ce collectif, donc c'est un peu la branche jeune recherche du LabExitem maintenant, à travers ce collectif, on essaye de répondre à une problématique qui est la suivante, qui est que, effectivement, comme tu viens de le dire, d'un côté, on a un certain nombre de jeunes docteurs ou de doctorants dont les perspectives d'insertion professionnelle dans le monde de la recherche sont souvent un peu balbutiantes, même si ça s'améliore, de mon point de vue en tout cas ces derniers temps. Donc on a d'un côté en gros des jeunes chercheurs qui ont du mal à trouver des activités, du travail, des contrats de recherche en tout cas. Et de l'autre côté, on a, ce que je disais juste avant, une forte demande de la part d'acteurs de plus en plus diversifiés en matière de médiation scientifique, mais aussi de diagnostic, d'études, de contrats, etc. Ce n'est pas que de la médiation, c'est une demande en termes de production de connaissances et une demande à laquelle souvent les chercheurs titulaires, le monde académique est encore assez mal organisé pour répondre. Parce que les titulaires n'ont pas le temps, parce qu'on a des impératifs de formation, de publication qui font qu'on ne peut pas tout faire quand on est permanent. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre en face cette disponibilité de la jeune recherche et cette demande des partenaires. Et donc là-dessus, c'est plutôt... on a encore à progresser, mais c'est plutôt déjà une réussite. On a déjà réussi à effectivement faire un certain nombre de mises en relation de ce point de vue-là. Et est-ce que tu peux nous balayer peut-être quelques projets futurs du collectif Personnage et du LabExitem, parce que c'est souvent croisé? Alors des projets du collectif Personnage, alors ce qu'on a fait, on n'a pas forcément un raisonnement à très long terme au collectif Personnage. On traite quand même des demandes au fil de l'eau, mais on s'est un petit peu investi dans la dynamique qui a suivi les états généraux de la transition du tourisme en montagne, qui a été organisée par des collectifs d'acteurs très divers, institutionnels, associatifs, ONG, etc., pour engager une grande réflexion sur la transition des territoires de montagne. Et donc, suite à ces états généraux, il y a eu tout un programme d'accompagnement avec le soutien de la NCT, la Fabrique des Transitions, etc. La NCT, c'est l'Agence nationale de la cohésion des Voilà, territoires. c'est les services de l'État qui ont des projets sur la montagne. Et donc, on a quelques chercheurs du collectif Personnage qui ont pu intervenir dans le cadre de cet accompagnement, ce que n'auraient pas forcément pu faire des chercheurs permanents. Après, en termes de médiation, il y a une partie des chercheurs du collectif Personnage qui ont mis en place une chaîne Twitch aussi pour être présents de manière différente en termes de médiation scientifique. C'est assez original de faire de la médiation scientifique sur Twitch. C'est chercheurs de montagne. Et donc, voilà, on a ce média chercheurs de montagne qui s'est mis en place à l'initiative de Raphaël, du collectif Personnage et de quelques autres. Que les auditeurs du Camp de Base connaissent bien, parce qu'il a fait l'objet d'un épisode avec sa recherche sur les forêts en Maurienne. Voilà.
Voilà, après, on est à l'écoute d'autres opportunités. On fait aussi des mises en relation. On a organisé aussi une résidence de recherche. Alors là, c'est vraiment à la fois collectif personnage, l'ABEX ITEM. L'idée, c'est de proposer à des doctorants d'être en immersion sur un territoire pendant une semaine pour répondre à une problématique forte du territoire. Donc la première fois, on a fait ça à Gresse-en-Vercors, qui sortait tout juste d'un référendum sur l'avenir de la station, et notamment en matière d'enneigement, de mise en place de nouveaux enneigeurs artificiels. Et donc, l'idée, c'était de vraiment mettre autour de la table la population qui était très clivée sur cette question. Donc il y avait un aspect résolution de conflits, il y avait un aspect trouver des solutions qui permettent à la population de se reprojeter sur un avenir en commun, quelque chose de partagé. Voilà, donc ce concept de résidence de recherche, on espère pouvoir le reprogrammer aussi bientôt sur d'autres territoires de montagne, avec d'autres participants, doctorants, etc. Voilà, donc ça c'est aussi un exemple de projet très transdisciplinaire pour le coup, où on travaille avec la population sur son avenir. Est-ce que tu veux nous parler rapidement d'une recherche du LabEx ITEM ? Alors, le LabEx ITEM a plusieurs projets très intéressants. Alors, un que je connais bien, par exemple, c'est le projet Transformons, qui travaille sur les innovations sociales dans les territoires de montagne, dans lequel, avec des chercheurs et puis aussi en lien avec quelques partenaires de l'accompagnement de projets dans les territoires de montagne, on essaye de repérer dans les territoires de montagne toutes les initiatives alternatives, les petits projets type les cafés associatifs, les ressourceries, les fermes associatives, les projets alternatifs, les tiers-lieux, voilà, qui permettent de poser des germes de transition dans les territoires de montagne. Et donc, on essaye de les analyser, tous ces petits projets, et de comprendre quels sont les processus qui peuvent faire qu'un projet très localisé, très sectorisé, très individuel va, en s'associant à une dynamique générale de projet, pouvoir générer une dynamique de transition dans le territoire. Comment est-ce qu'on va passer d'un projet individuel à une transition des territoires de montagne ? Vincent, vous organisez bientôt une éco-traversée ? Oui, alors la prochaine éco-traversée, ça aura lieu en Beldon du 9 au 14 juillet. Il reste encore quelques places. Il paraît qu'il reste encore quelques places et que vite, il faut vous inscrire. Voilà. Et puis, on poursuit les bus, donc comme le bus pour le col du Coq ce dimanche, mais après, on ira justement, par exemple, à Gresse-en-Vercors j'ai eu la commune il n'y a pas longtemps, voilà, qui veut qu'il y ait plus de bus là-bas. Donc c'est vrai que cette initiative, ça permet vraiment d'expérimenter et de montrer qu'il y a des usagers pour ces bus, et peut-être que par la suite il y ait des politiques publiques, il y ait des transports, voilà, qui soient mis en place de façon plus pérenne. Oui, trop bien. Eh ben, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui, et générique. Le camp de base. Rencontre au sommet. C'était le camp de base dans le cadre de la Biennale des villes en transition de Grenoble, qui a pris la main sur l'antenne de Radio Campus Grenoble. Merci beaucoup à mes deux invités du jour, Vincent Martin et Jean-Baptiste Grison. À la technique, Zoé Saliki. J'y suis arrivée ? Excellent. De Radio Campus Grenoble, et merci à News FM pour le montage du studio.
Cette émission sera podcastable à partir de ce lundi sur le site du Camp de Base, www.campdebase-podcast.com. À très vite sur Campus.